livraison par les États-Unis de ces fameux missiles, les Tomahawk. Objectif, il y a aujourd'hui des rumeurs. Le parfait exemple des tergiversations américaines sur l'aide apportée à Kiev. On les livre pas. Mais visiblement, Brandon, il y a des choses qui avancent et il y aurait même une bonne nouvelle pour les Ukrainiens, nouvelle qui nous viendrait du Pentagone. Oui, effectivement, c'est une information exclusive de nos confrères de CNN qui aurait donné donc effectivement ce Pentagone le feu vert à la livraison de missiles Tomahawk en direction donc du territoire ukrainien. Alors on le sait, il fut un temps, Donald Trump était prêt à fournir ces missiles à Kiev, mais souvenez-vous, écoutez ce que disait le locataire de la Maison-Blanche il y a quelques semaines à la Maison-Blanche après sa rencontre avec Volodymyr Zelensky. Nous en avons parlé un peu, mais je lui ai dit que nous en avons besoin des Tomahawks pour les États-Unis d'Amérique. Certes, nous en avons beaucoup, mais nous en avons besoin. On comprend par là qu'il y aurait donc des stocks insuffisants de Tomahawk pour les fournir à l'Ukraine. Alors, on apprend justement avec ce feu vert du Pentagone, selon les informations de CNN, et que du côté du Pentagone, on balaie totalement cette information. Il y a assez de missiles pour en fournir donc à Volodymyr Zelensky. On comprend donc, Christophe, que le seul écart qui existe entre Kiev et le Tomahawk, cette livraison au territoire ukrainien, eh bien c'est le choix en conscience de Donald Trump. Est-il prêt à valider cette livraison tout en prenant le risque de braquer Moscou quand on sait que Vladimir Poutine, il y a encore quelques semaines, disait que si livraison il y a, eh bien il y aurait des conséquences irréversibles sur les relations américano-russes. Et notamment les menaces nucléaires. Brandon, alors les états d'âme du président américain, seul obstacle ou il y a autre chose? Alors déjà, c'est intéressant de rappeler quand même, de remontrer ces caractéristiques assez impressionnantes de ce missile de croisière, porté 1600-2500 km, 8 fois plus puissant que les attaques MS, qui avaient déjà été fournies par l'administration de Joe Biden à Kiev, et aussi capable de voler à basse altitude. On échappe au radar. Illustration sur cette carte. Regardez, si on part donc de cette frontière ukrainienne, des Tomahawk qui pourraient viser un très large territoire, 2500 km, nous sommes très loin, après des villes comme Moscou ou Saint-Pétersbourg. On touche donc potentiellement un territoire très large donc, en Russie. Et puis cette usine d'Alabouga qui fournit de nombreux drones russo-iraniens qui sont en territoire ukrainien ensuite, eh bien, elle se situe totalement dans ce périmètre. Alors, stock suffisant, insuffisant du côté américain, ça c'est une chose, mais il y a un problème de taille, parce qu'il faut pouvoir envoyer ces Tomahawks. Eh bien, l'Ukraine qui, visiblement, n'a pas assez de moyens. Quand on sait que ces Tomahawks sont lancés d'ordinaire plutôt du côté de la mer, on a une marine ukrainienne qui n'existe quasiment plus. Alors, il y a des lanceurs terrestres, mais qui existent en trop faible quantité du côté de l'armée de Volodymyr Zelensky. Merci beaucoup, Brandon. Effectivement, c'est là où le bas blesse. Mais il y a quand même une nouveauté. D'ailleurs, je crois que c'est hier ou avant-hier, le président Volodymyr Zelensky disait que ces Tomahawks serviraient avant tout à taper des centres économiques industriels, et notamment, vous aviez des raffineries et des dépôts de carburant. Mais revenons quand même à cette information. Dans mes souvenirs, il y a une petite dizaine de jours, je crois, le grand Pete Hegseth, le patron du Pentagone, avait dit, comme son maître, on n'en a pas, c'est très compliqué, faut qu'on les garde. Et là, le Pentagone dit oui. À votre avis, le Pentagone dit oui. En tout cas, le oui existe. Avec l'approbation de qui? De Donald Trump, tout simplement. Donc, il relance la guerre de communication autour des Tomahawks. Brandon nous a fait un exposé parfait, brillant. En fait, les Tomahawks, ils peuvent quasiment pas être lancés par les Ukrainiens. Donc là, il y a un moment, il faut un peu stopper sur cette surenchère, puisque ce sont des missiles qui sont tirés depuis des navires. Il existe effectivement quelques stations terrestres qui sont de l'ordre, je parle sous le contrôle du général, de l'ordre du prototype, en fait, et que les États-Unis ne vont certainement pas donner, et qui sont certainement très difficiles à transférer aux Ukrainiens. Donc on est à nouveau dans la rhétorique. Poutine dégaine son nucléaire, ses Poséidon et tous ces missiles extraordinaires qui n'existent grosso modo que sur le papier. Trump va dans la même veine. Alors, malheureusement, les Ukrainiens savent que oui, mais enfin, le Rechnik, on a vu les résultats sur Dnipro. Le résultat, ça a été qu'il y a eu extrêmement peu de dommages. Parce que le Rechnik est un missile destiné au nucléaire. On va pas y revenir, mais les têtes étaient vides.
Les têtes étaient vides parce qu'on ne peut pas mettre grand-chose dedans parce qu'il n'y a pas la place, puisque la charge nucléaire est très petite. Bon, on revient au Tomahawk. Revenons au Tomahawk. On a déjà eu ce débat sur l'Oreshnik à plusieurs reprises. Le Tomahawk, c'est l'arme de dissuasion massive pour Trump, pour bien faire comprendre à Vladimir Poutine qu'il est extrêmement sérieux et qu'il ne reculera devant rien. Maintenant, de là à avoir un Tomahawk en Ukraine, il pourrait se passer 1 an ou 2. En revanche, avec cette déclaration du Pentagone, la menace est réactivée. Elle est entendue au Kremlin, mais peut-être qu'au-delà des Tomahawks, ce sont d'autres matériels qui pourraient être disponibles. Oui, parce que si vous acceptez de livrer des Tomahawks, vous acceptez peut-être... On est en haut du range, donc on peut tout livrer derrière. Voilà, d'autres matériels. Et c'est intéressant que ça vienne du Pentagone. Les mêmes qui ne trouvaient rien dans les hangars il y a encore 15 jours, c'est un miracle. Ils ont ouvert la bonne porte générale et il y avait des Tomahawks. Oui, alors maintenant, il faut regarder tous les dossiers qui ont été faits sur le sujet. Aujourd'hui, il y a une capacité en Tomahawk, environ 1000-1100 Tomahawks de différents types. La version terrestre, comme il vient d'être évoqué, n'était plus vraiment en vigueur, sauf dans le cadre de ces bataillons d'artillerie longue portée qui sont en train d'être mis en place depuis 2024, avec des porteurs particuliers, effectivement, qui ne sont pas encore largement diffusés dans l'armée américaine, d'où ce que j'avais dit il y a une dizaine de jours, je n'y croyais pas. Donc le vecteur n'existant pas d'une manière importante, je ne vois pas comment les Ukrainiens auraient pu l'avoir. Maintenant, il y a une capacité, ce qu'on lit dans la presse américaine, une capacité de quelques dizaines de Tomahawk terrestres, à condition qu'on les reconditionne un petit peu, qui seraient disponibles. Mais s'il n'y a pas de vecteur, il n'y a pas de Tomahawk. Donc quand on voit les chiffres, il y a un rapport de CISS, dans le centre de recherche de l'armée américaine, qui évoque quand même des délais. Et les délais, en gros, il y a 1 mois de formation pour les Ukrainiens, pour ce type de matériel, si ça se faisait. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, parce que c'est assez simple, sans mise sur le terrain de troupes américaines ou d'assistants militaires, officiellement. Et puis, 2 mois après, finalement, la capacité d'exporter, je dirais, ce matériel qui sera vendu, pas donné, exporté, parce qu'il faut quand même remettre en état des stocks. Je crois que ça tient du million de dollars. C'est 2 millions de missiles. L'unité, voilà. 2 millions de dollars le missile. Et 6 millions le lanceur. Mais au-delà de ça, quand même, Xavier pointait du doigt ce changement de sémantique du côté de la Maison-Blanche, c'est que si Pete Hegseth, le patron du Pentagone, dit « on en a et on va les livrer à l'Ukraine », bien évidemment, du côté de la Maison-Blanche, on lui a dit « dis-le ». Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Il y a 2 messages. Il y a un message politique, sûrement vis-à-vis de la Chine et de la Russie. Ils sont capables de lire à travers ce message. Mais il y a aussi le risque d'échec pour l'Ukraine si jamais ils refusaient de livrer les Tomahawks de manière diplomatique. Il y a un message. On a la capacité de les livrer, on a les stocks et on refuse à nouveau de les livrer. On ne vous soutient pas. L'Europe, débrouillez-vous. Ah, vous le voyez aussi comme ça ? Écoutez, ça fait 10 mois qu'il n'y a pas d'aide. Vous aviez aussi ? Ils ne sont pas opérationnels plus générale, et les Tomahawks ne sont pas opérationnels en Ukraine. C'est l'Europe, chargez-vous du dossier, c'est votre dossier et vous allez payer. Et ça va coûter. Alors ça, vous allez payer, on l'a bien compris. 300 et 400 milliards de dollars. Donc, je crois que effectivement, ce message-là, il est très. Vous ne voyez pas, alors je suis certainement candide, mais le Tomahawk, l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que le Tomahawk, on dit oui, ça va être compliqué, mais on dit oui. Donc, du coup, les Ukrainiens vont pouvoir utiliser d'autres matériels américains parce qu'il y en a pour pouvoir frapper en profondeur en Russie. Oui, mais il faudra de toute façon. Parce que, bien évidemment, Tomahawk ou pas, les cibles seront, ça aussi c'est intéressant, c'est peut-être aussi un message à envoyer à Moscou, les cibles seront définies par les Américains. L'usine de drones d'Alabouga, elle a déjà été frappée à plusieurs reprises par des drones ukrainiens. Oui, mais ukrainiens, pardon. Moi ce que je vous dis, c'est que si les Ukrainiens utilisent des armes américaines, pour les cibles, il faut le go des Américains, on est bien d'accord. Oui, il faut le go des Américains. De toute façon, il faut dépasser le débat des Tomahawks, de toute façon. La question qui se pose aujourd'hui, on est d'ailleurs dans ce bras de fer entre Poutine et Trump, maintenant, qui est en train de se mettre en place tout doucement. Et puis après, sur le plan purement stratégique, c'est qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on va produire comme arme. Le problème, c'est la portée. On a vu avec les Tomahawks, on peut aller à 2500 km. L'intérêt, effectivement, pour les Ukrainiens, c'est d'aller frapper des usines de fabrication. On parle de Tatarstan. Tatarstan, il y avait des bases aussi pendant la guerre froide où on entraînait les... Et des dépôts d'hydrocarbures ou des raffineries, parce que ça, c'est le nerf de la guerre. C'est de la Russie où il y a toujours eu des bases, parce que c'était un peu à l'intérieur du territoire russe, c'était assez éloigné du front. Donc le problème, il est là. Alors, est-ce que les Américains sont prêts à livrer des armes qui portent plus loin, soit les Tomahawks ou d'autres, et qui va les payer ? Et encore une fois, pour l'instant, c'est l'Europe qui est sollicitée.
On en vient à cette escalade nucléaire cette semaine qui est montée d'un cran entre la Russie et les États-Unis. Sérieuse accélération même. Donald Trump en personne a en effet annoncé, vous le savez, la reprise des essais nucléaires après une provocation de Moscou sur fond de tests de missiles à longue portée, Orychnik ou autres, avec un Vladimir Poutine plus provocateur que jamais. Réaction du président américain qui a surpris, vous allez le voir, jusqu'au Kremlin. Le président Trump a mentionné dans sa déclaration que d'autres pays procédaient à des essais nucléaires. Jusqu'à présent, nous ne savions pas que quelqu'un effectuait des essais. Et s'il fait référence aux essais du Burevestnik, il ne s'agit en aucun cas d'essais nucléaires. Et oui, monsieur Peskov, mais c'est trop tard parce qu'il y a des sujets sur lesquels Donald Trump ne plaisante pas. C'est bien le nucléaire. Écoutez la réponse du président américain. Non, il avait bien tout compris. Parlez-vous littéralement de relancer les essais nucléaires souterrains? Vous verrez bientôt. Nous allons procéder à des tests, oui. Et d'autres pays le font aussi. S'ils le font, nous le ferons aussi. Vous ne pouvez pas clarifier si vous allez relancer ça ou pas? Je ne vais pas le dire. Je sais exactement ce que nous faisons, où nous le faisons, mais d'autres pays le font aussi. Et si d'autres pays le font, nous le faisons aussi. Oui, il ne faudrait pas, en général, prendre Donald Trump pour un bêta. C'est-à-dire qu'il sait très bien ce que disent les Russes. Oui, mais enfin, il a bien dit aussi, c'est si les autres faisaient, nous ferions. Pour les autres font. Non, personne. Il n'y a aucun essai nucléaire aujourd'hui qui n'a eu lieu, que ce soit du côté russe ou autre, on n'en a pas. Alors, on est vraiment dans une certaine forme de confusion, dans un discours dont on a du mal à cerner l'objectif final. Alors oui, Donald Trump précise quelque chose, oui, ce qu'il n'avait pas fait jusqu'à présent, mais aujourd'hui, il n'y a jamais... Depuis 1996, les essais français, et puis les Coréens du Nord, en 2017, c'est ça, il n'y a plus eu d'essais nucléaires. Donc, de quoi parle-t-il? Voilà, donc on revient à ce débat qu'on a depuis le début de la semaine. Qu'est-ce qu'il veut évoquer? Est-ce que ce sont les porteurs de têtes nucléaires qui sont mis à l'essai, c'est-à-dire on a parlé du missile, enfin de la torpille, on parle de cela. Donc ce n'est pas le vecteur nucléaire en tant que tel, c'est-à-dire essai nucléaire, mais c'est le porteur du vecteur nucléaire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc là, on est toujours dans la même confusion. De quoi parle-t-il? D'un autre côté, on revient à ce qu'a dit Xavier tout à l'heure, et ce n'est pas uniquement sur ce sujet-là, aussi sur le Tomahawk. On est bien dans une communication offensive au niveau stratégique, où en fait on fait des échanges de commentaires et de prises de position pour finalement façonner un petit peu l'environnement et montrer qu'on est le plus fort. Maintenant, est-ce que parler suffit? Est-ce qu'il faut des actes? Oui, sûrement. Mais lesquels? On a l'impression d'être revenu, Caroline, à l'époque de la guerre froide. C'est-à-dire qu'on se parle et au plus haut niveau, visiblement. Où on joue à se faire peur et au plus haut niveau. Et son discours n'est pas cohérent parce qu'en fait, il affaiblit la situation des États-Unis. Il se présente comme leader, mais il dit attendez, on a besoin de faire des essais en réel. Ce qui veut dire qu'en fait, le matériel a besoin de passer à un autre stade de modernisation ou alors de pouvoir être testé en réel, puisque les tests. Mais ça doit être testé. Hein, je ne suis pas un spécialiste, mais ça doit être tout le temps testé. Il y a des tests laboratoires qui suffisent, mais ça veut dire que les oui, on n'a pas besoin de tests réels. Le dernier test en réel n'a peut-être pas été réalisé, d'après ce qu'il dit. À la limite, on pourrait l'interpréter comme ça, et que les tests en laboratoire ne suffisent pas pour atteindre le niveau de modernité qu'il souhaiterait. Et ça, en parler comme ça à la télé et dévaloriser à la limite l'image des Américains, c'est pas ce qu'ils souhaitent, à mon avis. On est effectivement dans un scénario d'escalade où, au final, en fait, il y a un échange, un ping-pong entre la Russie et les États-Unis qui est en train de s'installer, qui est effectivement pas cohérent par rapport à une politique globale de présentation de l'arme nucléaire comme une intervention ultime. En tout cas, ce qui est intéressant quand on met ces deux sonores, c'est que vous avez le porte-parole de Poutine qui dit les Américains nous ont peut-être pas compris, vous nous avez peut-être pas compris, et vous avez quand même un Donald Trump qui dit si, on vous a bien compris. C'est-à-dire que Donald Trump parle presque le Poutine, c'est-à-dire que on sait que depuis le début de ce conflit, Poutine aime jouer ou pas avec le nucléaire, et Trump a dit je mets les pieds dans le plat. Et c'est intéressant de lier Tomahawk et cette histoire d'essai nucléaire, parce qu'en fait dans les deux cas on a la sensation quand même qu'il y a la nécessité pour les Américains de redonner du crédit à leur dissuasion, nucléaire d'un côté, dissuasion conventionnelle de l'autre. Quand vous dites les stocks de l'armée américaine sont quasi à plat sur l'arme la plus emblématique des États-Unis, le Tomahawk, tel qu'on l'a vu depuis la guerre du Golfe, première version en 1991, vous donnez un signal qui n'est pas bon du tout, ni aux Russes,
ni aux Chinois. Donc là, il fallait quand même un peu dire, non, en fait, si le Pentagone vous le dit, les stocks sont bons. Finalement, on n'en donnera pas aux Ukrainiens, mais on ne vous le dit pas, on fera semblant d'en donner, mais les stocks sont très bons. Et sur le nucléaire, c'est un petit peu pareil. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la semaine prochaine, a priori, il devrait y avoir un test de missiles américains depuis la base spatiale de Vandenberg en Californie, un test vers le Pacifique. Donc, c'est un missile qui peut atteindre 10 à 15 000 km, donc il irait taper à 8 10 000 km dans le Pacifique. Il y a déjà, on le sait, parce qu'il y a déjà un avis à la navigation. C'est programmé, ça ? Oui, ce sont des tirs qui sont programmés tous les 6 mois. Mais c'est un missile balistique, c'est un missile qui peut porter du nucléaire ou... C'est un missile balistique intercontinental. D'accord, donc il peut porter du nucléaire, évidemment. Et donc Trump s'appuie peut-être là-dessus pour nous dire, dès que ça aura eu lieu, vous voyez, on a repris des essais, sans préciser, essais de vecteurs ou essais d'explosion nucléaire souterraine. Jean-Antoine, il parle, Trump, le langage de Poutine ? Moi, ce qui m'interpelle un peu dans tout ça, on a d'un côté la Russie, quand même, avec une dialectique, un argumentaire, une présentation des choses qui est assez concertée. On a de l'autre côté un Donald Trump, lui, qui est beaucoup plus brouillon. Il balance des trucs comme ça, et après il cherche les justifications après. On écrit le scénario après avoir fait la scène, c'est ça. Et puis de l'autre côté, derrière, il y a encore les Chinois, qui eux ne disent rien. Mais par contre, qui font des démonstrations... Ils sont froids comme la pierre. Ils sont froids comme la pierre, mais qui font quand même, qui disent, regardez, regardez ce qu'on est, regardez ça, et qui à plus apporte cette sérénité que dans certains besoins. Donc, le défilé de Xi Jinping, par exemple, a beaucoup impressionné. Beaucoup impressionné. Et ça a beaucoup visiblement, ça lui a posé des problèmes. Au moins autant que ce que raconte Poutine. Parce que Poutine, il agite tout le temps le yo-yo nucléaire, même si ça peut être inquiétant, on ne veut pas dire le contraire. Puis son vrai ennemi, c'est Xi, de toute façon. Mais son vrai ennemi, oui, c'est ça, c'est le double langage, en fait. Il y en a un double langage en permanence, et on a cette construction, je dirais, argumentaire qui se fait, qui n'est pas la même des deux côtés, mais qui est quand même relativement plus fragilisée, de mon point de vue, du côté des États-Unis. Je voudrais qu'on écoute Sergueï Shoïgu. Pour lui, rien ne change. C'est-à-dire que, comme on en parlait tout à l'heure, les essais continuent. Ils n'ont même jamais arrêté. Les essais n'ont cessé dans aucun pays. Pas même un seul jour ni une seule heure. Mais ils se sont déroulés uniquement dans le cadre de l'application de techniques de calcul. Il ne s'agissait pas d'essais physiques. Des modèles mathématiques ont été élaborés. Ces essais sont menés parce que tout cela nécessite une attention constante et une amélioration permanente. Général, je vais vous laisser la parole tout de suite. Moi, j'ai quand même le sentiment, mais vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, que Moscou rétropédale. C'est-à-dire que, vous vous souvenez, on était ensemble la semaine dernière quand on a passé Poutine. Poutine, il ne parlait pas d'essais. Poutine, il parlait de tech nucléaire, il parlait de missiles. Et là, Shoïgu, qui est quand même l'un de ses plus proches collaborateurs, mais d'autres, on a écouté le porte-parole du Kremlin aussi, dit non, mais en fait, on ne parlait pas d'ogive, on ne parlait pas de tech nucléaire, on parlait d'essais, on parlait de... Voilà. Donc, mis à part Poutine et son esprit guerrier, personne n'en parlait. Moi, je n'ai pas ce sentiment-là. Moi, ce qu'on nous a présenté il y a une semaine, mais comme on nous le présente depuis 3 ans et demi, c'est des nouveaux matériels capables de porter une tête nucléaire. Ce qui est tout à fait différent. On revient à cette confusion des termes. Là, ce que dit Shoïgu très clairement, et en fait, je dirais l'impression qu'il fait preuve de pondération par rapport à ce que dit Donald Trump, en disant, attendez, ce qu'on a dit tout à l'heure, on a des calculs mathématiques pour voir si une tête nucléaire est efficace ou pas. Mais visiblement, le russe ne parle plus le Trump. Voilà. C'est-à-dire que... Oui, on est dans un cas, mais on a vu quelqu'un de très posé qui nous dit, attendez, soyons sérieux, voilà ce qui se passe partout dans le monde, c'est pas du tout ce qui a été raconté par Donald Trump, il n'y a pas d'essai partout dans le monde, au sens, je dirais, réalisation concrète, on a des centres de calcul qui estiment, oui ou non, qu'une tête nucléaire sera efficace, ce que l'on fait en France aussi. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'essai nucléaire, à part toujours la Corée du Nord, ne l'oublions pas, mais tous les autres États sont extrêmement prudents sur ces questions-là. Et moi, ce que j'entends... Même les Chinois. D'un côté, on a donc les matériels qu'on présente, les nouveaux matériels qui font partie de la dissuasion. Oui, alors on peut dire que c'est guerrier ou pas. Dans le contexte de l'Ukraine, oui, c'est guerrier. Et ça nous présente de nouveaux matériels qu'on connaît depuis des mois. Attention, que ce soit la torpille mégatonique ou autre, on sait que ça existe, on nous l'a présenté. Ça fait partie du discours de la dissuasion. Et puis de l'autre côté, il y a un retour à la réalité. Attendez, il n'y a pas d'essai nucléaire. Donc en fait, une manière indirecte de dire à Donald Trump, arrêtez de dire des âneries, parce que ce n'est pas la réalité, et vous faites peur à tout le monde, alors que ce n'est pas tout à fait réaliste. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que ce serait maintenant l'Amérique et Donald Trump qui ferait peur à tout le
le monde après 4 ans presque de guerre avec un Poutine qui à chaque fois menace la stratégie du fou à nouveau remise sur la table pour faire peur, d'autant plus que pour les Américains, il faut de 2 à 3 ans pour remettre en place des essais qui soient vraiment pertinents dans le Nevada, en sous-sol donc. Mais ça va même plus loin. Le personnel des centres de recherche nucléaire qui pourrait mener les essais n'est actuellement, à cause de shutdown, plus payé. Donc il faudrait déjà payer les gens avant de pouvoir reprendre des essais. Donc on voit bien que c'est... Républicains et démocrates vont finir par se mettre d'accord quand même. Pour montrer que la dissuasion nucléaire américaine est bien vivace et que s'il faut, si jamais quelqu'un le faisait, d'ailleurs c'est ce qu'il dit Donald Trump, si jamais quelqu'un dans le monde reprend des essais en explosion, non pas en vecteur, eh bien nous le ferions aussi. Caroline, on a quand même le sentiment qu'ils ne parlent plus la même langue. Entre Moscou et Washington, il y a quelque chose. Ne comprend plus en tout cas. Voilà, Moscou ne comprend plus. Visible. Non, on avait l'impression que Moscou avait effectivement cette espèce de mainmise sur Washington et que du côté du Kremlin, on comprenait très bien Trump et l'administration Trump. Et là, on a le sentiment qu'il y a du brouillage sur la ligne. Est-ce qu'il connaît son dossier? Le Pentagone doit suivre, j'imagine, mais enfin, l'intervention a dû être un petit peu spontanée, là. De Trump dans l'avion? De Trump dans l'avion. Quand c'est les Russes qui expliquent qu'ils ils ont des méga calculateurs pour faire les simulations et que lui parle de tests en réel, évidemment, il y a un décalage. Les Américains font effectivement des tests, mais pas en réel, en laboratoire, ce qu'on expliquait. Et que donc, effectivement, la portée de ces propos peut poser des problèmes par rapport à une réalité, parce que les Américains ne peuvent pas le faire. Oui, mais est-ce que c'est 3 ans de mise en place pour des tests. Je suis d'accord, mais est-ce que c'est pas le bon langage? Vous imaginez la population américaine, l'image que ça relancerait par rapport à l'écologie, par rapport aux contestations? L'écologie avec l'administration Trump. Ça a été très urbanisé, le site autour du site d'essai Nevada. Je suis d'accord avec vous. Non, mais la notion, pour l'administration Trump, la notion d'écologie, je pense qu'on passe quand même très loin à côté. Radioactivité, une peur très ancrée du nucléaire, ça peut poser des problèmes. Je me rappelle, tout à fait au début de la guerre en Ukraine, on parlait beaucoup quand Poutine a agité l'épouvantail nucléaire. Je me rappelle qu'on avait évoqué la possibilité pour les Russes, sur les plateaux, d'éventuellement organiser un essai nucléaire pour montrer un peu leur détermination. Ça, c'était une des premières hypothèses. C'était ça, ou la bombe stratégique. Ou la bombe stratégique, ou tirer aussi un missile. Enfin, on avait évoqué ça. Noire, donc il y a quand même derrière ça un petit fond de sauce qui remonte à cette époque-là. Bon, je ne dis pas que c'est à partir de ça que Trump a rebondi, mais ça avait quand même été évoqué. Donc c'est quelque chose qui pourrait éventuellement être articulé. Mais pour l'instant, on peut faire un essai pour de faux, quoi. Même pour nous, même pour eux. On a quelque chose qui va faire bondir le président américain. Il s'agit du président de la Douma, le Parlement russe. Voilà ce qu'il déclare en ce qui concerne l'utilisation du nucléaire. Personne ne croyait au Burevestnik. Le président y croyait. La création du Burevestnik a permis de tester Poséidon. Cette arme n'a pas d'équivalent. Le président a accompagné la réalisation de ce projet du début à la fin. Nous constatons l'amélioration de la capacité de défense du pays. Et aujourd'hui, ceux qui nous nuisent doivent se préparer à s'incliner devant notre commandant en chef suprême pour que la Russie n'utilise pas ses armes avec une charge nucléaire. Et bien voilà, sur ce plateau, vous vouliez du russe qui parle russe, comme depuis 4 ans de guerre, vous avez le président de la Douma. Et ça, Trump l'entend. Il récite très bien sa leçon. Il parle à sa population, parce que ça va très mal en Russie, et il est en train de parler à la population russe, essentiellement aussi, en disant, attendez, on est capable de vous protéger. Il y a quand même des pluies de drones qui arrivent sur des cibles tactiques, qui sont aussi organisées avec le renseignement américain, et ça, c'est un point... Oui, mais vous n'allez pas combattre des drones avec des missiles nucléaires. Enfin, je pense que le message vient peut-être en direction de la population russe, mais le message, c'est qu'on est attaqué par en gros l'OTAN, et donc nous avons les moyens de vous protéger, nous avons les moyens de nous défendre, et nous avons de la très haute technologie que nous continuons de développer dans le domaine du nucléaire.
Mais ça ressemble quand même furieusement en général à un discours guerrier dont on a le secret. Et voilà, on parlait de langage entre Washington et Moscou. Je suis sûr que Washington, on comprend très bien ce que dit le président de la Douma. On revient à ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Nous sommes dans la communication stratégique. De part et d'autre, on montre les muscles pour dire voilà, nous sommes les plus forts, nous faisons ce qu'il faut pour nous protéger. C'est vous finalement qui pourriez être l'agresseur et nous n'allons pas nous laisser faire. Voilà, on est vraiment dans le discours. On n'est pas avec maintenant des faits derrière. Attention, quand je dis discours, c'est ce qu'on rend public. Maintenant, on voit derrière qu'il y a du matériel qui arrive, mais le matériel, je dirais, de dissuasion est là depuis le début. Depuis 2022, tous les mois, on nous parle de nucléaire. La question du nucléaire est un vrai sujet. N'oubliez pas non plus que au mois de février prochain, il y a un traité qui doit s'achever, le dernier des traités vraiment qui limite les armements nucléaires. Donc on est bien dans un contexte général où finalement le nucléaire est complètement revenu dans les relations internationales, alors qu'on l'avait évacué, en disant c'est terminé, on va garder juste le strict minimum. Pourquoi? C'est très intéressant ce que vous dites. Pourquoi on l'avait évacué, on peut le comprendre. Pourquoi c'est revenu? C'est le seul langage qu'on ait? On ne croyait plus. Qu'ils ont? On ne croyait plus à la réalité de la menace nucléaire en tant que telle, je pense. Hein. C'est un avis très personnel. Je pense qu'on ne pensait pas que ça puisse arriver un jour. C'est-à-dire qu'on était finalement avec la paix depuis les années 90. C'était monté tellement haut que... Des désarmements quand même. N'oubliez pas qu'il y a un certain nombre de têtes nucléaires qui ont été désarmées du côté américain et russe. Oui, mais on sait que depuis 3 ans, ça monte, puisque notamment les Chinois. Je parle avant 3 ans. Maintenant, effectivement, on voit que le risque nucléaire militaire revient... dans les relations internationales. Effectivement, la Chine, c'est en 2030 1000 têtes et peut-être 1500 en 2035. Bon, dans ces eaux-là, aujourd'hui, il y en a avec 300. Mais les Britanniques, dont on n'a pas beaucoup parlé il y a 4-5 ans sous Johnson, ont aussi décidé de remonter leur stock de têtes nucléaires. Ils étaient descendus. Ils ne donnent plus leurs chiffres en plus. Pour entretenir l'ambiguïté stratégique, pour le coup, ils ne donnent même plus leurs chiffres. Tout à fait. Donc, et nous, pour nous rassurer, nous, dans ce... Nous, on est toujours moins de 300, c'est le discours en disant que ça suffit. Ça suffit, là. 290. Donc, ah ben voilà. Donc, on est... Oui, on est à moins de 300. Dites-moi, général, ça serait peut-être bien qu'on accélère un peu quand même. Non, la question n'est pas là, je crois. Aujourd'hui, moi, je me demande si le débat sur les têtes nucléaires était un débat tout à fait sérieux en tant que tel. En fait, il suffit de pas beaucoup de têtes pour obtenir un résultat. Mais nous sommes dans une logique. Oui, mais la dissuasion. Dissuasion, donc ne pas employer. La seule chose qu'on peut dire, est-ce que nous sommes capables de détruire celui qui nous agresserait? La France aujourd'hui, avec ses 4 sous-marins nucléaires, c'est 16 têtes par missile, 6 têtes par missile et 16 missiles par SLNE. On a les capacités d'être suffisamment... SNLE, on parle des sous-marins lanceurs d'engins. Maintenant, les autres, c'est un autre sujet. Et la question, est-ce que dans les esprits, on est encore dans se dire, on n'utilisera pas l'arme nucléaire, sauf pour des questions existentielles. Et là, on repose la question de la Corée du Nord. Il faut quand même pas oublier... L'arme nucléaire en tant qu'arme et non pas en termes que de dissuasion.